Imaginez la scène. Novembre 1923. Vous êtes dans une boulangerie à Berlin. Le panneau des prix derrière le comptoir indique 200 milliards de marks pour une simple miche de pain. Pas 200 marks, pas 200 000, 200 milliards. La femme devant vous sort une brouette. Pas pour transporter ses courses, pour transporter assez de billets pour payer son lait. Le temps que vous arriviez devant, le boulanger barre le prix et écrit 250 milliards. Le mark a perdu 30% de sa valeur pendant que vous attendiez 12 minutes dans la queue. Ce n'est pas de la fiction dystopique, c'était la République de Weimar. Et ça s'est reproduit encore et encore. Venezuela 2018. Une boîte d'œufs coûtait 7 millions de bolivars. Zimbabwe 2008. Un ticket de bus nécessitait un billet de 100 000 milliards. Liban 2023. La monnaie a perdu 98% de sa valeur en 4 ans, transformant des médecins en pauvres du jour au lendemain. Et voici ce qui me tient éveillé la nuit. Ce n'est pas si votre monnaie échouera. Historiquement, c'est quand ? La durée de vie moyenne d'une monnaie fiduciaire est de 27 ans. Le dollar existe sous sa forme actuelle depuis 1971. Faites le calcul. Alors voici la question qui compte vraiment. Quand les règles de l'argent sont réécrites du jour au lendemain, qu'est-ce qui conserve sa valeur ? J'ai analysé un siècle d'autopsie économique. De Weimar au Venezuela, en passant par le Liban et le Zimbabwe, les forensics financières. Pas de la théorie, pas de la spéculation, des faits historiques documentés. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quels 5 actifs ont survécu quand les empires brûlaient, et lesquels se sont évaporés plus vite qu'une monnaie en hyperinflation. Restez avec moi. Mais d'abord, comprenez ceci. L'effondrement monétaire suit un schéma. C'est mathématique, prévisible. Étape 1. Le gouvernement dépense plus qu'il ne collecte. Étape 2. Il imprime de l'argent pour combler l'écart. Étape 3. La monnaie commence à perdre son pouvoir d'achat. Étape 4. Les gens fuient vers des alternatives. Étape 5. Effondrement complet. À chaque fois, sans exception. L'Allemagne de Weimar est passée de 320 marks par dollar, mi-1922 à 4,2 milliards de marks par dollar en novembre 1923. Une perte de 98% en 18 mois. Le bolivar vénézuélien est passé de 10 par dollar à plus d'1 million par dollar en une décennie. La livre libanaise s'est effondrée de 1500 par dollar à 89 000 en 4 ans. Même schéma, mêmes étapes, même résultat. Alors qu'est-ce qui a survécu ? Laissez-moi vous montrer. Actif numéro 1, le plus évident, et pourtant celui que la plupart des gens ne possèdent toujours pas. Les métaux précieux, l'or, l'argent. Les actifs que les gouvernements ne peuvent pas imprimer et que les banques centrales ne peuvent pas dévaluer. Voici les mathématiques brutales. Pendant l'effondrement de Weimar, si vous déteniez des marques papier, vous avez tout perdu. 100%. Anéantissement total. Si vous déteniez de l'or, vous avez entièrement maintenu votre pouvoir d'achat. Une once d'or achetait le même panier de biens avant, pendant et après l'hyperinflation. La monnaie a changé. L'or n'a pas changé. Même schéma au Zimbabwe. Quand le régime de Mugabe a imprimé le billet de 100 000 milliards, quiconque détenait de l'or était protégé. Même chose au Venezuela. Pendant que les bolivars devenaient sans valeur, l'or conservait sa valeur. Et nous le voyons en ce moment en Turquie. Fin 2024, les données montrent que les comptes de dépôt en or dans les banques turques ont bondi de 1,36 000 milliards de lire à 2,72 000 milliards en un seul trimestre. Un doublement en 3 mois. Pourquoi ? Parce que les Turcs voient le schéma. Inflation galopante, dévaluation monétaire, et ils fuient vers le seul actif qui a survécu à chaque effondrement dans l'histoire humaine. Voici ce que les critiques de l'or ratent. L'or n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de bénéfices, il n'a pas besoin de dividendes. Sa fonction entière est de ne pas être dévalué. Quand l'offre de monnaie fiduciaire explose, le pouvoir d'achat de chaque unité s'effondre. L'offre d'or ne peut pas être arbitrairement élargie, donc il devient relativement plus précieux par défaut. Pendant la crise financière de 2008, l'or a d'abord chuté durement quand la liquidité s'est gelée. Mais une fois la poussière retombée, il a augmenté de 166% en moins de 3 ans. L'argent a fait encore mieux, 448%. Pendant la stagflation des années 1970, l'or a chuté de presque 50% mi-décennie, puis a touché le fond en 1976 et a bondi de 440% au cours des 3 années suivantes. Reconnaissance de schéma. Vérifié. Indéniable. Le mécanisme est brutalement simple. Les métaux précieux sont une assurance contre l'échec du système monétaire. Pas de la spéculation. De l'assurance.
Vous les détenez parce qu'ils ne font rien, sauf préserver le pouvoir d'achat quand tout le reste brûle. Actif numéro 2. Les devises étrangères un peu fortes. Quand votre monnaie domestique meurt, la soupape d'échappement est de détenir l'argent stable de quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous emmener à Beyrouth, octobre 2019. Vous êtes infirmière. Vous avez économisé 50 000 $ sur votre compte bancaire pendant une décennie de travail. La livre libanaise est rattachée à 1507 par dollar. Ça l'est depuis 1997, solide comme un roc pendant 22 ans. Puis le rattachement se brise. Août 2019, le taux du marché noir atteint 1600. Avril 2020, 3000. Mars 2021, 14 000. En 2025, le taux officiel est de 89 000 livres par dollar. Vos 50 000 $ d'économie en livres valent maintenant 1000 $. Vous avez perdu 98% de votre pouvoir d'achat, pendant que le nombre nominal sur votre compte restait le même. Mais voici le coup de grâce. Votre collègue, une autre infirmière, a gardé ses économies en dollars américains physiques, en espèces hors du système bancaire. Elle a maintenu 100% de son pouvoir d'achat. Pas parce que le dollar était magique. Elle aurait pu utiliser des francs suisses ou des euros, mais parce qu'elle détenait une monnaie qui ne s'effondrait pas. Ce schéma se répète partout. Zimbabwe. L'économie s'est dollarisée avant que le gouvernement ne la rende officielle. Les gens ont complètement abandonné le dollar zimbabwéen et ont commencé à utiliser des dollars américains pour les transactions. L'Équateur a fait pareil en 2000 après une crise financière. Le Salvador en 2001. Le Panama est dollarisé depuis 1904. Venezuela en ce moment. Les Vénézuéliens utilisent des dollars pour les achats majeurs, même si le bolivar est toujours techniquement ayant cours légal. Argentine. Vous achetez une propriété en dollars, pas en pesos. Cambodge. Les distributeurs distribuent des dollars américains, pas des riels. Ce n'est pas un choix politique. C'est un mécanisme de survie. Quand la monnaie domestique échoue, les gens rationnels basculent vers une monnaie étrangère stable. Le gouvernement peut mandater tout ce qu'il veut. Les gens votent avec leur portefeuille. La leçon est claire. L'accès à une devise étrangère pendant une crise est une protection complète. Une personne détenant des dollars pendant l'effondrement libanais a maintenu sa richesse. Une personne détenant des livres a perdu 98%. Ce n'est pas de la volatilité de marché, c'est la différence entre survie et anéantissement. Actif numéro 3. Contre-intuitif, et il sépare ceux qui comprennent l'effondrement monétaire de ceux qui ne comprennent pas. Les actions productives, les titres, la propriété dans de vraies entreprises avec de vrais actifs. Voici ce qui époustoufle les gens. Le marché boursier vénézuélien a augmenté de plus de 3400% en 2024. La bourse de Caracas a bondi de 2082 points à plus de 6000 en 9 jours de trading en janvier 2026. Des actions individuelles sont devenues paraboliques. Mercantil Servicio Financiero en hausse de 200%. CanTV en hausse de 219%. Banque provinciale en hausse de 160 et 11%. Vous pourriez penser « Attendez, l'économie s'effondre et les actions montent en flèche. Ça n'a aucun sens. » Faux. Ça a parfaitement sens une fois que vous comprenez ce que sont les actions. Une action n'est pas un morceau de papier, c'est la propriété d'actifs réels, usines, équipements, inventaires, terres. Quand la monnaie s'effondre, le prix nominal de ces actifs augmente pour correspondre à l'inflation parce que les actifs eux-mêmes n'ont pas disparu. Imaginez une entreprise manufacturière vénézuélienne valant 100 millions de dollars en capacité productive réelle. Quand le taux de change passe de 10 bolivars par dollar à 30 bolivars par dollar, le prix de l'action passe de 1000 milliards de bolivars à 3000 milliards de bolivars. Pas parce que l'entreprise est devenue plus précieuse, mais parce qu'il faut plus de bolivars pour égaler le même montant en dollars. Mais voici la distinction critique que la plupart ratent. Toutes les actions ne survivent pas également. Seules les entreprises avec des flux de revenus diversifiés loin de l'économie en effondrement maintiennent une valeur réelle. Une entreprise gagnant 100% de ses revenus en bolivars voit sa rentabilité réelle s'effondrer même si son prix nominal en bourse augmente, parce qu'elle doit convertir des bolivars sans valeur en dollars pour acheter des intrants étrangers. A l'inverse, une entreprise qui exporte 50% de sa production reçoit des revenus en dollars directement. Ses coûts en bolivars diminuent en termes réels, tandis que les revenus en dollars restent stables. La rentabilité réelle s'améliore pendant la dévaluation. Pour les actionnaires, cela devient une véritable couverture contre l'inflation. Les recherches sur la crise latino-américaine de 1982, la crise du peso mexicain de 1994 et l'effondrement asiatique de 1998 le confirment.
Les investisseurs directs, exploitant des installations de fabrication qui pouvaient rediriger les ventes des marchés locaux vers les marchés d'exportation, ont survécu et prospéré. D'autres formes d'investissement ont plongé en territoire négatif. La clé était la capacité d'exportation. Donc la leçon. Les actions productives, avec des flux de revenus internationaux, ne sont pas juste des survivantes. Elles sont des bénéficiaires de l'effondrement monétaire. Mais les entreprises uniquement domestiques, elles brûlent avec la monnaie. Pause rapide. Si vous réalisez que tout ce que vous pensiez savoir sur la sécurité économique est faux, abonnez-vous. Cette chaîne, c'est de la forensique financière. Je vous montre les autopsies pour que vous voyiez les schémas avant qu'ils ne se répètent. C'est gratuit. Contrairement à l'éducation financière dans un système conçu pour vous garder ignorant. Maintenant, retour aux actifs qui survivent quand l'argent meurt. Actif numéro 4, les biens de consommation et articles de troc. Quand le système monétaire formel échoue complètement, l'activité économique ne s'arrête pas. Elle se réorganise autour de différents médiums d'échange. Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale. Le Reichsmark était si sans valeur qu'il a été effectivement abandonné. Les gens échangeaient des biens contre des cigarettes, du charbon, des pommes de terre. Les cigarettes sont devenues particulièrement importantes comme monnaie temporaire. Les soldats américains achetaient des cigarettes dans les magasins de l'armée pour quelques centimes et les échangeaient avec les Allemands pour des biens et services valant exponentiellement plus. Pourquoi les cigarettes ? Cartouches standardisées, facilement divisibles, non périssables, légères, largement acceptées. Elles avaient toutes les propriétés de l'argent, sauf une. Un gouvernement ne les émettait pas. Les marchés noirs près des gares dans les grandes villes allemandes fonctionnaient 24 heures sur 24, échangeant tout. Des billets de train aux documents falsifiés, avec les cigarettes comme moyen d'échange. Voici la preuve économique. Quand de grands stocks de paquets de la Croix-Rouge arrivaient dans les camps de prisonniers, injectant parfois des centaines de milliers de cigarettes dans la masse monétaire du camp d'un coup, cela causait de l'inflation dans les prix des cigarettes. Même mécanisme que l'expansion de la monnaie fiduciaire. Plus de cigarettes chassant les mêmes biens égale des prix en cigarettes plus élevés. Avance rapide jusqu'au Venezuela 2018. Alors que le bolivar devenait sans valeur, les Vénézuéliens s'engageaient dans le troc. Les pêcheurs échangeaient leurs prises contre de la farine juste pour nourrir leurs enfants. Articles qui conservèrent de la valeur. Fournitures médicales, nourriture, eau, carburant, piles, liquide pour briquet, outils de base. Tout ce qui avait une valeur de consommation immédiate ou permettait des fonctions essentielles. Pendant les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, même le papier toilette, le savon et les lingettes humides devenaient précieux. Pas pour le confort, mais pour la santé. Rester propre prévenait la propagation des infections pendant l'échec systémique. Mais voici la limitation. Les consommables sont consommés. Ils ne peuvent pas servir de réserve de valeur à long terme. Vous ne pouvez pas construire un portefeuille sur de l'aspirine et des piles. Ils sont tactiques, pas stratégiques. L'allocation optimale. Une petite portion en nécessité physique pour une valeur d'échange immédiate pendant les phases de crise aiguë. Mais le gros de la richesse dans des actifs qui ne s'évaporent pas quand utilisés. Actif numéro 5, les terres agricoles. La réserve de valeur immobile qui produit la seule chose dont les humains ne peuvent pas se passer. La nourriture. Pendant la Grande Dépression, les fermiers avaient des avantages de survie sur les citadins qui étaient marqués et indéniables. Les familles de fermiers cultivaient des jardins, mettaient en conserve des fruits de verger, avaient du lait et de la crème de vache laitière, des poulets pour la viande et les œufs. Ils pouvaient se passer de nouveaux vêtements et de biens de consommation, mais ils faisaient face à une contrainte brutale. Ils devaient plus toujours payer des impôts et des dettes aux banques en espèces. Cette dynamique se joue dans chaque effondrement moderne. Venezuela. Ceux possédant des terres agricoles maintenaient la capacité de produire de la nourriture indépendamment des fluctuations monétaires. Ceux possédant de l'immobilier commercial urbain faisaient face à des locataires qui ne pouvaient pas payer de loyer en termes significatifs. La terre produit des calories. L'immobilier urbain produit un loyer libellé en monnaie qui s'effondre. Les calories gagnent. Mais, et c'est critique, les terres agricoles ont de graves vulnérabilités. Première, elle est totalement illiquide. Vous ne pouvez pas la déplacer. Vous ne pouvez pas la vendre rapidement. Si les circonstances politiques se détériorent et que la propriété devient dangereuse, vous êtes coincé. Zimbabwe 2000. Le programme de saisie de terre de Mugabe a simplement révoqué les droits de propriété des fermiers commerciaux par décret. Les fermes ont été redistribuées sans compensation. Des opérations sophistiquées ont été détruites. La production agricole s'est effondrée de 60% sur une décennie. La valeur agrégée des fermes a diminué de 75% entre 2000 et 2001 seulement. Deuxième vulnérabilité, la taxation.
Une personne détenant de l'immobilier commercial urbain dans une monnaie qui s'effondre peut être forcée de vendre à une fraction de la valeur précédente juste pour lever des fonds pour les impôts fonciers. La terre ne peut pas se cacher. Les gouvernements savent où elle est et peuvent la taxer jusqu'à l'oubli. Troisième, les terres agricoles qui produisent des cultures d'exportation sont supérieures aux terres produisant seulement pour la consommation domestique. Les cultures d'exportation se vendent en monnaie stable. Les cultures domestiques se vendent en monnaie locale qui s'effondre. Donc la stratégie, posséder des terres qui sont soit productives et capables de générer des revenus d'exportation, situées en dehors de la juridiction de la monnaie qui s'effondre, ou détenues via une structure corporative qui protège contre la saisie ou la taxation directe. Les terres agricoles maintiennent une valeur fondamentale grâce à leur capacité à produire de la nourriture, mais elles sont moins liquides et plus vulnérables à l'interférence gouvernementale que les métaux précieux ou les actions portables. Maintenant, parlons de ce qui tombe à zéro, parce que comprendre ce qui échoue est tout aussi important que savoir ce qui survit. Numéro 1 avec une balle. Les titres à revenus fixes libellés dans la monnaie qui s'effondre. Obligations. Bons du trésor. Tous ceux où vous êtes créancier d'un État défaillant. Allemagne de Weimar. Les détenteurs d'obligations qui détenaient des obligations gouvernementales en marques ont vu leur investissement devenir sans valeur alors que les marques utilisées pour payer les intérêts et le principal s'évaporaient. Argentine, 2001. Les détenteurs d'obligations ont vu la valeur nominale réduite de 70% lors de la restructuration de la dette. Même cette valeur réduite ne pouvait être collectée qu'après des années de litiges juridiques. Le problème fondamental, les titres à revenus fixes sont une créance contre la monnaie qui s'effondre elle-même. Quand la monnaie s'effondre, la créance devient sans valeur. Ce n'est pas un échec de marché, c'est une conséquence logique. Numéro 2. Les comptes d'épargne en monnaie domestique détenus dans des systèmes bancaires défaillants. Les dépôts libanais libellés en livres ont perdu plus de 95% de leur valeur, alors que la livre se dévaluait de 1500 par dollar à 89 000 par dollar d'ici 2025. Les clients bancaires qui ont placé des économies en dépôt en livres en 2019 ont retenu 2% du pouvoir d'achat original d'ici 2024. Le montant nominal est resté le même. La valeur a disparu. L'histoire est sans ambiguïté. Être créancier d'un État défaillant est la route la plus rapide vers une destruction de richesse de 100%. Alors où voyons-nous ces signes d'avertissement en ce moment ? Parce que la reconnaissance de schéma n'a d'importance que si vous pouvez identifier la configuration avant qu'elle ne s'exécute. Irak. Crise financière due au manque de liquidité en espèces. Plus de 70% de la masse monétaire est diminuée en raison de restrictions bancaires sur les retraits. Le dinar dévalué de 190 par dollar à des taux non officiels, approchant 1750. Méfiance publique envers les banques. Contrebande de devises à travers les frontières. C'est un comportement d'étape 3. Turquie. Les comptes de dépôt en or ont plus que doublé en un seul trimestre alors que les citoyens fuyaient vers les métaux précieux. Inflation galopante. Dévaluation monétaire. C'est un comportement d'étape 4. La substitution de devises a commencé. Liban. Effondrement monétaire de 98% déjà exécuté. Système bancaire techniquement insolvable. C'est l'étape 5. Échec complet. Et puis il y a l'éléphant dans la pièce, les États-Unis. 38 000 milliards de dollars de dette. Ratio dette sur PIB, en expansion insoutenable. Les paiements d'intérêts sur la dette nationale maintenant plus élevés que les dépenses militaires. La part du dollar dans les réserves mondiales de change est tombée de 80% au milieu des années 1970 à 65% maintenant. Même chemin que la livre sterling britannique a parcouru pendant son déclin en tant que monnaie de réserve mondiale. En 1913, la Grande-Bretagne était le plus grand créancier mondial. En 40 ans, elle est devenue débitrice nette, et le dollar a remplacé la livre sterling. Le schéma est visible si vous êtes prêt à regarder. Donc voici la vérité brutale. L'effondrement monétaire n'est pas hypothétique, c'est la norme historique. La monnaie fiduciaire moyenne dure 27 ans. 99% de toutes les monnaies qui ont jamais existé n'existent plus. La question n'est pas si votre monnaie échouera. La question est de savoir si vous vous serez positionné pour survivre quand elle le fera. Les 5 actifs qui ont survécu à chaque effondrement depuis 1923. 1. Les métaux précieux. La réserve de valeur universelle. 2. Les devises étrangères fortes, la soupape d'échappement. 3. Les actions productives avec revenus d'exportation. Les bénéficiaires de la dévaluation. 4. Les biens de consommation et articles de troc. La liquidité tactique quand les systèmes gèlent. 5. Les terres agricoles. Le générateur de calories. Les actifs qui sont tombés à zéro. 1.
Les titres à revenus fixes en monnaie domestique, créances anéanties. 2. Les comptes d'épargne en monnaie qui s'effondrent, anéantissement du pouvoir d'achat. La leçon n'est pas d'abandonner entièrement les actifs domestiques. Ce n'est pas de devenir un survivaliste accumulant de l'or dans un bunker. La leçon est qu'une véritable diversification nécessite de détenir différentes formes de valeurs qui répondent différemment à l'échec du système monétaire. Un portefeuille, constitué entièrement d'actions dans un seul pays, fait face à un risque catastrophique si ce pays connaît un effondrement monétaire. Un portefeuille constitué entièrement d'obligations libellées dans une monnaie qui s'effondre sera détruit. Un portefeuille véritablement diversifié inclut une exposition aux métaux précieux, comme assurance aux actifs en devises étrangères pour protéger contre le risque spécifique à la monnaie, aux actions productives avec des flux de revenus internationaux, et possiblement à des actifs réels dans des juridictions stables. Les signes d'avertissement contemporains en Irak, en Turquie, au Liban, suggèrent que les crises monétaires restent une possibilité réelle. Le dollar américain reste stable, mais les archives historiques fournissent des preuves abondantes que ce statut ne peut pas être tenu pour acquis indéfiniment. L'approche la plus prudente n'est pas de paniquer, c'est de reconnaître le schéma et de se positionner en conséquence. Une diversification suffisante à travers différentes classes d'actifs et juridictions signifie qu'aucun scénario d'échec unique ne peut détruire entièrement le pouvoir d'achat. L'histoire a les réponses. Vous devez juste être prêt à regarder les autopsies avant de devenir la prochaine étude de cas. Si cette analyse forensique vous a donné une nouvelle perspective pour comprendre le risque économique, abonnez-vous. La seule question est de savoir si vous verrez venir ou si vous serez en train de faire la queue à la boulangerie en vous demandant comment le pain coûte 200 milliards de marks. Merci d'avoir regardé. Maintenant, allez diversifier avant d'y être forcé.